BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Benoît Lombard et le groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Bon, on va faire un peu de hors caméra. On s'appelle la veille pour décider du sujet qu'on va évoquer. Et hier, vous m'avez dit une succession pour plusieurs générations, c'est-à-dire ? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on hérite à un âge de plus en plus élevé. Je rappelle, on est à plus de 50 ans, on hérite, évidemment, on vieillit, donc l'espérance de vie fait que les héritiers putatifs... Nos aïeux vivent plus vieux. Exactement. On prévoit quand même en 2050 58 ans. Et pour autant, le patrimoine, il est un peu bloqué entre les mains des générations qui furent les plus aisées et aujourd'hui, on connaît les difficultés qui existent. Alors, comment peut-on essayer de transmettre en faveur des générations successives ? Bon, donc il va falloir développer une stratégie ou plusieurs stratégies. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Déjà, il faut quand même rappeler que le droit français prohibe les pactes sur succession future. C'est-à-dire les contrats qui sont conclus entre un défunt et puis un héritier présomptif ou un successible en vue d'organiser sa succession. C'est un vieux principe du droit romain qui le prohibait. L'ancien régime l'acceptait et puis la révolution de 1789-1804 interdit. On interdit le pactum corvinium, c'est-à-dire le pacte des corbeaux. On ne veut pas qu'il y ait tentation pour ces oiseaux de proie, de fondre sur les troupeaux pour s'accaparer les animaux morts. Et donc, le votum mortis, la volonté de mort, est sous-jacente à la transmission qui pourrait être anticipée. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les vieux principes du droit, qui sont battus en brèche depuis la nouvelle loi de 2007, mais aussi par l'évolution de notre société. Alors, quelle stratégie on peut mettre en œuvre pour finalement organiser sa succession le plus efficacement possible ? Bien sûr. Parce que j'ai envie de vous dire, il y a un premier truc simple qui est l'assurance vie. Mais bien sûr, l'assurance vie, mais vous avez raison, c'est un mécanisme fiduciaire qui repose sur 3 personnes. Le souscripteur du contrat qui demande à l'assureur de verser au jour, à l'événement de son décès, les capitaux entre les mains des bénéficiaires. Qui, on le rappelle depuis 2007, s'il accepte, ne bloque pas l'épargne parce qu'il faut que le souscripteur du contrat accepte l'acceptation de l'acceptation. Donc, mais ça, c'est plus faire piéger. Le trust aussi anglo-saxon. Donc on voit qu'il y a quelques brèches. La donation partage qui est autorisée puisqu'on transmet de son vivant. Et je vous rappelle que dans l'esprit du législateur, il a toujours été pensé que la grande liberté de tester était fondamentale, c'est-à-dire d'organiser son patrimoine à n'importe quel moment de sa vie. Alors évidemment, si on en transmis avant, on ne peut plus organiser son patrimoine qui a déjà opéré une translation de propriété. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Donc il y a des exceptions, donc depuis 2007 qui sont importantes. Il y a la renonciation à la succession, la renonciation simplement à la succession, dont on sait aussi depuis 2007 que si un renonçant, mon père décède, je renonce à la succession. Aujourd'hui, depuis 2007, les représentants, les enfants du renonçant, reçoivent les capitaux que leur père renonçant aurait dû avoir. Ce n'était pas le cas avant. Et donc on voit qu'il y a un effet translatif. L'acte abdicatif ne vaut pas translation parce que par une fiction juridique, il est réputé ne jamais avoir reçu. Mais on peut aussi renoncer par anticipation. C'est la renonciation par anticipation de l'action en réduction. Puisque vous savez que si on ampute la réserve héréditaire, on peut attaquer la succession pour revoir ses droits, pour se revoir allotis de ses droits. On peut renoncer par anticipation en disant, à son père, moi, dans une donation partage, je veux, dans son partage transgénérationnel, moi, je renonce à mon droit futur pour allotir mes propres enfants d'actifs dont je n'aurai pas besoin, puisque, bien évidemment, j'aurai un âge et une fortune qui ne le méritent pas. Est-ce que, parce que tout est très, à la fois clair et compliqué. Est-ce qu'on peut s'attaquer à un cas pratique ce matin, histoire d'illustrer le propos ? Bien sûr, de donation transgénérationnelle, mais il y a aussi des libéralités graduelles, des libéralités résiduelles. Ça, c'était codifié en 2007 aussi. Avant, c'était une construction jurisprudentielle. La donation de résiduaux était valable, le legs de résiduaux. La liberté graduelle, c'est quoi ? Je transmets à un de mes enfants, à charge pour lui de restituer ce qui restera, libéralité résiduelle, ou de restituer et de conserver la substance en faveur de, par exemple, mon petit-fils. Et là, c'est des éléments importants parce qu'on voit que l'organisation de la transmission se fait sur plusieurs générations, du chef, du grand-père par hypothèse. Et ce qui permet, bien évidemment, de ménager au mieux les droits des enfants et des petits-enfants. Et je vais vous donner un exemple dans lequel, assez bizarrement, on peut voir son ex-gendre Oni hérité de ce qu'on a transmis à son propre petit-fils. Comment ça ? Un exemple. Je suis le grand-père. Je veux transmettre à ma fille unique divorcée, qui elle-même a un enfant.
je transmets à mon petit-fils, et puis il y a une clause de retour conventionnelle, c'est-à-dire que si jamais moi, grand-père, je décède avant mon petit-fils, eh bien évidemment, le bien revient entre mes mains. Mais si, par l'ordre naturel des choses, le grand-père décède, il se retrouve avec la fille et le petit-fils. Le petit-fils mineur, malheureusement, prédécède à sa mère. Et là, qui sont ses héritiers? Puisqu'il est mineur, il ne peut pas tester, c'est sa mère pour 50% et son père pour 50%, l'ex-gendre. Eh bien là, la libéralité résiduelle ou graduelle permet d'éliminer ça. Il suffit de dire, je transmets à mon petit-fils, mais si jamais il venait à mourir, je veux que ça soit ma propre fille, sa mère, qui hérite. Ainsi, je permets d'exhéréder l'ex-gendre, comme je le disais, Oni. Voilà, ça c'est un instrument concret, réel, et qui permet effectivement d'anticiper et de maîtriser le devenir de son patrimoine. Juste un petit mot, parce qu'en tout début d'émission, on était avec les notaires, et à l'occasion du 118e congrès des notaires, il y a notamment cette proposition de pouvoir finalement prévoir son testament en disant je veux que X aille à mon fils, X aille à mon petit-fils, etc., pour que ce soit plus fluide. C'est quelque chose qui résonne, il est urgent aujourd'hui d'aménager tout ça. Et bien évidemment, je vous disais que depuis le Code civil, 1804, on refusait les pactes sur succession future. La société a changé. Le 110e congrès des notaires, qui a lieu là du 12 au 14 octobre, part sur l'ingénierie patrimoniale. Et bien évidemment, il y a beaucoup de constructions prétoriennes, de jurisprudence. Le donation de résidus, le legs dont je vous ai parlé, la libéralité graduelle dont je vous ai parlé, est une construction qui a été faite par la pratique. Et là, il est urgent de codifier pour adapter notre droit à des institutions qui ont changé, bien évidemment, mais aussi à une société qui a changé. Et là, on doit aussi, dans une société où il y a beaucoup de nomadisme international, aussi essayer d'aller peut-être vers plus un droit anglo-saxon qui porterait certes atteinte à la réserve, mais avec, bien évidemment, l'acceptation de celui qui se verrait évincé.